Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et si ça va un petit peu moins bien, vous êtes moins en pleine forme, vous allez avoir plein de trucs aujourd'hui dans l'épisode pour vous aider, entre autres, avec votre nutrition, parce qu'on sait que bien manger égale une bonne santé, égale une bonne forme, une bonne vitalité. Donc aujourd'hui, je reçois my dear soul sister, Crystal, qui est là avec moi en personne en plus. Crystal, enfin, bienvenue sur le podcast! Bonjour Claudia, merci de m'avoir sur ton podcast aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici puis parler avec toi, avec ta communauté sur mon approche holistique sur la vie. Yes! Ça fait un petit bout que je veux t'inviter sur le podcast. Et bon, avant de rentrer dans justement la nutrition holistique, ton approche, etc., ta passion aussi, là, ta grande passion qui regroupe plusieurs sous-passions, donner un petit peu de contexte. Donc oui, aujourd'hui, on est partenaires d'affaires, on est des très très bonnes amies, des soul sisters, mais on se connaît depuis plusieurs années où est-ce que tu avais commencé à venir faire mes bootcamps en personne. Je sais pas si tu te souviens, là, c'était avec... the best! Yeah, avec Jumana, qui a déjà été sur le podcast il y a quelques années. Je mettrai son épisode dans la description du podcast. Puis après ça, au début de la COVID, on a commencé à s'entraîner chez toi parce que tu avais un gym awesome dans ton basement. Puis on le sait, les gyms étaient fermés. Moi, plutôt, on adore s'entraîner. Donc au début, c'était 1 heure que je t'entraînais en personal training. Puis après ça, je restais dans ton sous-sol parce que tu étais tellement généreuse de me laisser le droit de m'entraîner chez toi. Puis à un moment, on est comme, écoute, on pourrait comme s'entraîner ensemble, tu sais. Puis on a commencé à s'entraîner ensemble. Puis bon, avoir plein de conversations sur tellement de choses. La vie, le développement personnel, la spiritualité, les voyages, l'entraînement, la nutrition, nature, etc. Et bien sûr, de hang out autant, d'avoir autant d'affinités. We became friends and soul sisters. Yes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, entre autres, que ça fait plaisir de te recevoir, mais aussi pour que tu puisses partager effectivement ton expertise, ton expérience et, comme j'ai dit, ta passion, parce qu'on va l'entendre, même à travers le micro, même si on te voit pas à la vidéo. You're so passionate about... C'est ça, la nutrition, tes jardins, puis manger organique, puis cuisiner. Des choses que moi, j'aimerais avoir un petit peu plus dans mon quotidien. As you know, je suis pas la fille qui aime le plus cuisiner, mais bon, j'apprends quand même de toi beaucoup. Fait que bref, c'est quoi un petit peu ton background? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à justement faire un podcast pour jaser de tout ça? Tu sais, rapidement, parle-moi un peu de ton expérience avec ce grand domaine-là là, de la santé. De la santé. En fait, ma passion pour l'approche holistique a vraiment commencé il y a bien longtemps, lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine des produits de la beauté et des suppléments bio et naturels. J'ai eu le privilège de travailler avec une multitude de marques internationales et avec plusieurs gammes locales ici du Québec qui sont incroyablement exceptionnelles. Au fil du temps, j'ai pu constater avec mes propres yeux, l'impact que le changement de la transition du conventionnel au biologique a eu sur la peau, les cheveux, même la santé globale des gens en général. Mm-hmm. Fait que cette expérience m'a vraiment fait réfléchir. Puis je me suis dit, si les soins topiques sont formidables et ont eu un changement sur les gens, je m'imagine un changement à l'interne sur nos habitudes et notre mode de vie. Qu'est-ce que ça peut représenter et qu'est-ce que ça peut changer pour quelqu'un? Je me suis dit, bon, ça va multiplier les bénéfices par 10, par 100, par 1000. Mm-hmm. Ouais. Absolument. C'est tout ce qu'on ingère au niveau médicaments, suppléments, produits santé naturels, bien sûr l'alimentation, les aliments, les ingrédients dans ce qu'on mange, ce qu'on boit aussi, la qualité de l'eau, puis les autres drinks qu'on boit, tu sais, c'est sûr qu'à l'intérieur de nous, il faut que ça fasse une réaction à quelque part, tu sais. Exactement. Tu sais, c'est pas juste qu'est-ce qu'on va manger, c'est ce qu'on va regarder, c'est l'environnement autour de nous, qu'est-ce qui va venir nous nourrir au quotidien. Ouais. Puis comment on absorbe aussi ce qu'on mange. Puis on le voit beaucoup dans la nutrition holistique. T'as beau tout manger, qu'est-ce que t'es supposé de manger.
Mais si ton système, ton environnement interne n'est pas dans un état où est-ce que tu peux absorber l'eau, absorber les vitamines, les nutriments, les minéraux, ben ça veut pas nécessairement dire que tu vas thriver dans ta santé, là, tu sais. Non, 100%. Mais c'est drôle que tu me dis ça parce que la nutrition holistique, en fait, la définition, la signification de ça, c'est qu'on considère vraiment la nutrition comme bien plus que juste des calories ou des nutriments. C'est une approche qui prend en compte l'alimentation, le mode de vie et l'état d'esprit. En plus, l'environnement de la personne pour soutenir une santé et le bien-être global du corps. Ouais, puis j'adore cette définition-là parce que tu connais aussi mon approche. Hein? J'ai fait du coaching en nutrition pendant très, très, très longtemps. Là, ceux qui m'approchent pour la nutrition, je les réfère à toi maintenant parce que j'ai décidé de me concentrer plus sur le mouvement, le Reiki, les ateliers conférences. Mais ceci étant dit, j'ai coaché pendant très longtemps la nutrition. Puis moi puis toi, on n'est pas nutritionniste universitaire. Je veux dire, on n'a pas un bac en nutrition, on n'est pas diététiste. C'est important de le nommer, encore une fois, juste pour les trucs légaux, là. Mais effectivement, d'avoir ces formations-là dans le domaine plus holistique, intégratif, santé fonctionnelle, etc., ben moi, tu le sais, je me suis sortie très, très rapidement de la fameuse équation « calories in, calories out ». Oui. T'sais, donc, tu peux manger 1000 calories de McDo versus 1000 calories d'aliments qu'on retrouve dans ton jardin awesome. Et ça reste que c'est la même quantité d'énergie, 1000 calories, mais on s'entend que l'effet sur le corps au complet, là, pas juste la digestion, ben, ça n'a rien à voir. Là. C'est pas la même chose. Là, du tout. Du tout. Exactement. Fait que justement, la qualité de ce qu'on mange, c'est super important. Toi, tu es très pro manger biologique, manger organique. Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Il y a des gens qui sont encore, je crois, un peu sceptiques. Genre, ça fait-tu vraiment la différence de manger organique? C'est quoi les lois, les règlements pour avoir sur l'étiquette que c'est biologique? Y a-t-il une différence entre organique et biologique? Est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher, justement, ou c'est vraiment comme un marketing, une stratégie juste pour nous faire dépenser plus, tu sais? Comment qu'on peut démystifier tout ça? Et si on n'a jamais mangé biologique de notre vie ou organique, comment on peut avoir justement une éducation pour nous aider à faire les choix sans nécessairement se ruiner, tu sais, parce qu'il y a une grosse croyance que manger biologique, c'est super cher. Fait que tu peux-tu comme nous éclairer là-dessus, là, toute la grande question du organique, biologique et tout ça? Oui, fait que j'aimerais ça toucher vraiment sur le fait que manger biologique n'est pas nécessairement plus cher que de manger conventionnel. OK. Je vais donner un petit shout-out à un de mes amis. En fait, le mari d'une de mes amies qui travaille chez le marché tôt. Il est sur Instagram à tous les semaines, puis met ses spéciaux. So, it's Greg's Picks of the Week. OK, je vais mettre ça dans la description du podcast. Oui, vraiment, là, c'est... Moi, j'adore ça. Je regarde à toutes les semaines, puis souvent, les produits qu'il va démontrer ou les produits qu'il y a en promotion durant cette semaine-là sont moins chers que chez Maxi, que chez IGA, que les autres commerçants, en fait, conventionnels. Puis, c'est biologique. Fait que oui, l'importance du bio, c'est super important. Ils ont des pesticides, les produits non bio. C'est des produits avec OGM souvent. Ouais. Quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi OGM, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on devrait éviter ça? Bon, je vais le dire en anglais. C'est Genetically Modified, fait que c'est modifié génétiquement, c'est ça? Exact. Alors, c'est modifié génétiquement et puis c'est des produits qui sont poussés à rapidement. Alors, c'est pas leur fréquence, mais leur croissance naturelle. Okay. C'est une croissance beaucoup plus accélérée. Fait que le produit, en fait, n'a pas le temps d'absorber tous les nutriments de la terre. Souvent aussi, ça va être poussé dans des terres non bio qui n'ont plus de nutriments en partant. Fait que quand on mange nos fruits et légumes, on se dit « Ah, ben my God, je suis en train de manger plein de nutriments. J'ai ma vitamine C dans mon orange, j'ai ma vitamine A, j'ai... » Tu sais, non, tu les reçois pas parce qu'ils sont pas dans les fruits nécessairement. Fait que quand tu vas aller dans le biologique, tu vas avoir un produit qui a été poussé à une fréquence normale, à leur fréquence normale. Puis, tu vas avoir un produit sans pesticides. Des pesticides, on le sait toutes que c'est pas idéal pour le corps humain. Ils ont des séquelles. C'est pas nécessairement qu'ils ont des séquelles, mais on a vu avec plusieurs études qu'il peut y avoir des séquelles à long terme. Alors, qu'est-ce que c'est les séquelles à long terme? Écoute, ça peut
causer des troubles hormonaux à long terme. Ça peut causer des problèmes neurologiques. Il y a des liens dans certaines études avec le cancer, l'infertilité. C'est sûr que ça peut affaiblir le système immunitaire. Puis quand on mange, on veut renforcer le système immunitaire. Fait que quand on mange des pesticides, bien, on va venir faire le reverse de ce qu'on veut vraiment faire. Aussi, ça va causer de l'inflammation dans le corps. Fait que oui, pour moi, c'est super important. De mon côté personnel, j'ai vu la différence dans mon corps quand j'ai fait le switch du conventionnel et du biologique. Et j'étais une de ces personnes-là qui était croyante que c'était beaucoup plus cher. Écoute, personnellement, je n'ai vu aucun changement dans mon budget en faisant le switch du conventionnel au biologique. Puis tu sais, le budget, là, je veux dire, on mange en moyenne 30% trop en tant que société en Amérique du Nord. Donc, si tu réduisais, pas tout le monde, encore une fois, mais tu sais, beaucoup de gens, on le voit dans, bon, les troubles d'obésité, puis les troubles métaboliques. Fait que déjà, on a un 30% là sur lesquels on peut sauver de l'argent, puis si on mangeait moins. Ensuite, il y a un 30% à peu près que c'est gaspillé. Oui, il y a tellement de nourriture dans nos frigos, dans nos armoires, qu'on finit par ne pas manger. Ça arrive à la date d'expiration, on jette ça. Fait qu'encore une fois, si on était plus intentionnel avec ce qu'on achetait, qu'on était plus conscient et même un petit peu minimaliste avec ce qu'on achetait, bien déjà là, on sauverait de l'argent, tu sais. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on se nourrit des aliments qui sont nutritifs, donc comme tu l'as super bien expliqué, qui sont poussés dans une terre qui est riche en macros, en micros, en nutriments, tout ça, bien, on a souvent besoin de moins manger, de moins grignoter entre les repas. Fait que les bâtons, les craquelins, les sacs de chips que tu achètes autour de tes repas, qui sont 5 piastres par-ci, 6 piastres par-là, 4 piastres par-là, bien, tu as tes 3 repas par jour qui sont colorés, qui sont riches, qui sont variés, qui sont biologiques. Donc, finalement, tu as moins besoin d'avoir ces aliments que j'appelle souvent des aliments superflus, en fait, là, tu sais. Bien, c'est ça. Fait encore une fois, ta liste d'épicerie, ben c'est tes fruits, tes légumes, ta viande, si t'es pas végé, tu sais, puis bref. Fait qu'effectivement, faut repenser ces croyances-là, tu sais. C'est ça, exact. Puis souvent, ce qui va arriver aussi quand on va manger des produits plus riches en nutriments, on a physiquement moins faim. Absolument. Notre corps demande moins. Alors, c'est comme un win-win des deux côtés. Oui, il y a un quote en anglais, hein, ça dit « We're overfed but undernourished ». Yes. Tu sais, on mange tellement trop comme quantité de nourriture, mais malgré qu'on mange beaucoup trop, overfed, hein, trop nourri, ben we're like undernourished. Fait que genre... Notre corps est en train de crier, il est en train de me dire « Écoute, je suis en carence de vitamines, de protéines, de minéraux. Ouais. Alors, oui, fait qu'on va souvent aller les rechercher dans les produits bio. Puis là, on parle beaucoup des fruits et des légumes, entre autres, là, parce qu'on parlait de ce qui pousse dans les arbres puis dans le sol. Puis c'est souvent ça qu'on veut mettre de l'avant au niveau du organique. Est-ce qu'il y a d'autres catégories d'aliments que c'est important d'aller chercher plus organique, bio? Oui, c'est sûr que la viande, on va aller rechercher tout ce qui est biologique, local, organique. Les animaux, eux autres, exactement. Parce que les animaux qu'on va consommer, c'est des animaux qui consomment les aliments non biologiques. Alors, tu sais, tout nous revient. Alors, si eux autres sont en train de manger les pesticides, si les animaux sont en train de manger les produits chimiques, quoi que ce soit qui sont nourris. Ou même juste des grains qui peuvent souvent être inflammatoires pour beaucoup, beaucoup de gens, tu sais. Tu manges tu manges ton animal, mais tu manges aussi qu'est-ce que ton animal mange, tu sais. Exactement, exactement. Puis ça se reflète dans la viande que toi, tu vas manger. Fait que tu consommes tout ça. Tu vas aussi consommer le stress de l'animal. Fait que c'est pas un animal qui est nourri en pâturage, qui vit une vie relaxe. Tu vas le goûter. You're going to ingest that. And you're going to feel the emotion of the animal inconsciemment. On parle de l'énergétique, là. Tout est énergie, là. C'est pour ça que, justement, quand tu reçois ton plat dans un restaurant, puis tu sais pas, tu sais, ça vient de où, ou même l'énergétique du cuisinier ou de la cuisinière, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, ben c'est important quand même de prendre un moment pour juste être en gratitude pour ta nourriture, bless your food. Tu sais, en Reiki, entre autres, on apprend des symboles où est-ce que tu peux rehausser l'énergie de n'importe quoi, incluant la nourriture, parce que, comme tu as dit, t'ingères aussi l'énergie qui vient avec. Puis ça, là, l'expression genre « it's cooked with love », tu sais, c'est fait avec de l'amour. On le sait toutes, là, je veux dire. On a toute la même recette de notre grand-mère, puis quand on la fait, nous autres, ça goûte pas la même affaire, parce que
que notre grand-mère, elle le fait avec tellement d'amour, puis de dévouement, puis ça lui fait plaisir, tu sais. Donc, c'est ça, oui, si ça se fait au niveau positif, on cuisine avec amour, puis on le goûte dans la nourriture, ben de l'autre côté, c'est aussi vrai, tu sais, quand on le fait de façon rushée ou que, justement, ben l'animal a mal été traité, tu sais. Exactement, exactement. Puis on va aller toucher aussi sur le point, pas juste le traitement de l'animal ou qu'est-ce que l'animal a consommé, ça va être aussi la manière que les viandes sont, je vais le dire en anglais, they're processed. Mm-hmm. Alors, tu sais, une viande hachée, quand tu achètes ça de chez le boucher où est-ce que l'animal a été abattu il n'y a pas longtemps, on congèle ça, c'est une viande rouge, mais rouge feu. Ouais. Quand tu achètes ça à l'épicerie, c'est rose. Ouais. C'est parce que ça a été nettoyé avec certains produits chimiques. Ouais. Tu sais, il y a des standards que Health Canada demande sur la viande. Puis c'est correct, c'est pour éviter des bactéries, Absolument. c'est pour éviter plein de bactéries on peut manger. Mais ça change... Ça dénature, la viande. Ouais, exact. Puis même, encore une fois, on vient aux fruits et légumes, tu sais, c'est pas normal d'avoir genre des fraises grosses de même au Costco, là, ou des, tu sais, comme au Canada, là, tu sais, je veux dire, même dans la saison des fraises, au Québec, on le voit, les fraises sont pas shootées puis énormes, là, tu sais, puis des pommes, là, qui sont tellement shiny que tu peux voir ta réflexion comme si c'était un miroir dessus, tu sais. Oui. Fait qu'il faut faire attention aussi à l'aliment quand il pousse dans la nature, à quoi il ressemble, tu sais. Puis j'avais fait du bénévolat sur une ferme... Tu avais rencontré d'ailleurs la petite ferme, là, les Perrault, là, les deux hommes qui s'occupent de ça, tu sais. Ils sont merveilleux. Ouais, incroyable, tu sais. Puis justement, eux, ils poussent, tu sais, ils font pousser tout, comme complètement organique, biologique, avec tellement d'amour, tu sais, puis tout ça. Puis c'est ça, là, lui, là, quand il trouvait une tomate, genre un peu déformée, laide, que genre jamais, puis je mets laide dans le quote, là, en citation, là, tu sais, que jamais on vendrait dans les épiceries parce qu'il faut que ça ait l'air d'une couleur, d'une forme, d'une circonférence. Ben, c'était cette tomate-là qui était tout déformée avec du jaune, du vert, du rouge, qui était la plus délicieuse, là, tu sais. Exactement. Fait que, ouais. Puis je me souviens quand j'avais travaillé en Australie, sur une ferme, pendant 3 mois, une ferme de brocoli. On avait d'autres légumes, mais nous, on faisait surtout le brocoli. Quand on faisait, on plantait les brocolis, après ça, bien sûr, on les cueillait, c'était tout un processus. Puis vers la fin de la saison, bien sûr, il fallait les mettre dans des boîtes qui s'en allaient aux commerçants, aux épiceries, tu sais. Oui. Puis écoute, les choses qu'on se faisait dire par, bien sûr, les fermiers de « Assurez-vous que le tronc, il n'est pas plus que 3 ou 4 doigts de large. » Puis là, on cueillait des fois des méga brocolis, on était donc bien impressionnés. C'est comme « Non, ceux-là, ils ne seront pas acceptés dans les épiceries. Il faut que ça soit maximum. » Puis on se disait « Oh my God, mais il y a tellement de waste. » C'est des pertes. Tellement de pertes, Oui. juste parce que, justement, c'est pas cute, genre sur un étagère dans un IGA, tu sais, voyons donc, là. Oui. Alors que c'est ces fruits-là, ces légumes-là les plus naturels, tu sais. Fait que, encore une fois, ce genre de conversation-là, juste pour revoir un petit peu notre relation avec qu'est-ce qu'on achète, tu sais. Oui. Puis je suis la première, des fois, là, je vais me choisir un piment, puis je vais essayer de choisir le piment qui est le plus beau, tu sais. Fait que, bon, je m'observe aussi dans ces habitudes de consommation-là, tu sais. Oui, absolument. Pour continuer à parler un petit peu justement de la qualité des ingrédients, bon, là, on comprend organique, biologique, ça fait une grosse différence. On veut éviter tout ce qui est pesticides, OGM, tout ça. Il y a aussi des petits ingrédients qui sont peut-être moins obvious, moins flagrants, qui peuvent effectivement, comme les pesticides, nous amener certaines problématiques à long terme ou à court terme même. Oui. Parce que je pense que tout le monde est pas mal sensibilisé au fait que le sucre, les aliments ultra transformés, l'alcool, je pense que là, on le sait. Ça veut pas dire qu'on a changé nos habitudes, on en mange peut-être encore trop, mais je pense qu'on le sait. C'est pas comme un choc d'entendre que le sucre en grosse quantité, ou genre les trucs enrichis ou raffinés ou les ultra-processed food, ben c'est pas génial pour notre santé, tu sais. Non. Mais il y a d'autres aliments, d'autres petits ingrédients, même un petit peu plus sneaky, peut-être plus subtils, qu'il y a encore un peu de débat là-dessus. On lit un peu des deux côtés. On peut penser à certains types d'huile, à certaines choses qu'on rajoute à l'aliment pour que ça goûte bon, comme du colorant ou comme d'autres choses. Fait que peux-tu nous en dire plus sur cette grande catégorie-là d'aliments, d'ingrédients, qu'on va tout aller voir dans nos armoires après, puis vérifier s'ils sont dans nos listes d'ingrédients. S'ils sont dans... Je te confirme que tu viens d'en retrouver plusieurs. Ouais.
On peut peut-être commencer avec les huiles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Tu sais, l'huile de canola, c'est bon. Les seed oils, hein, les huiles de graines. Après ça, on a les huiles végétales. Puis on est comme, ben là, le coconut, il y a du gras saturé, je devrais-tu prendre ça? Tu sais, il y a beaucoup de confusion sur avec quelle huile je devrais cuisiner et peut-être faire mes vinaigrettes à haute température, basse température. Oui. Quand je vais au resto, même si je choisis un repas qui sent sain sur le menu, ça veut pas nécessairement dire que ça a été cuit dans des bonnes huiles, donc ça peut être inflammatoire, tu sais. Exactement. Commençons peut-être avec les huiles, là, si tu peux nous éclairer là-dessus. OK, parfait. Alors... How much time do we have? En fait, oui, les huiles, c'est vraiment tricky, puis la plupart des gens sont un petit peu confus avec ce topic-là. Les huiles de canola, les huiles végétales, les huiles de soya, les huiles de maïs, c'est toutes des huiles inflammatoires. Oui, ils n'ont pas de gras saturé dedans, mais they're all processed. Alors, ils ont passé par un processus de nettoyage qui est toxique, qui est inflammatoire pour le corps humain. Ouais. Puis aussi au niveau du ratio, je pense, d'oméga 3, oméga 6. Ah non, c'est des oméga 6. C'est ça, exactement. C'est des oméga 6 qui sont inflammatoires sur le corps. Fait que même si on consomme des oméga 3... C'est ça, on paye 50-60$ pour nos oméga 3 en supplément, sauf qu'on s'en va manger full d'oméga 6 dans nos huiles. Fait que le ratio est encore déséquilibré. Puis c'est surtout ça, en fait, qui cause, entre autres, l'inflammation, tu sais. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer nos huiles? Écoute, il y a de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est non inflammatoire. C'est pas une huile qui a passé par le processus de nettoyage, qui est pas process, comme on dit en anglais. C'est une huile avec une tolérance de température haute, qui veut dire que la molécule ne change pas quand elle est chauffée. Alors, c'est une super belle huile pour cuisiner. C'est une belle huile aussi parce qu'elle est neutre, il n'y a pas de goût. Fait que même si tu n'aimes pas les avocats, tu peux quand même les prendre pour cuisiner. Là. Ça ne goûte pas l'avocat. Exactement. C'est vraiment juste l'huile qui va venir du fruit. Versus l'huile de coconut, qui a souvent un petit goût qu'on va, on va ressentir dans les aliments quand on va cuisiner avec. Mais c'est aussi une belle huile qui est tolérante aux autres températures. Les huiles d'olive, c'est des merveilleuses huiles anti-inflammatoires. Antioxydantes. Exactement, qui doivent être consommées à froid. Quand on les chauffe, les huiles d'olive, ça change la molécule et ça devient une huile inflammatoire. Fait qu'on devrait éviter. Fait que dans les vinaigrettes ou ce genre de choses-là. Exactement. C'est bon. Exactement. Mais oui, souvent on va retrouver l'huile de canola. L'huile végétale, on se dit, oh my God, c'est de l'huile végétale, ça provient des légumes. Des végétaux? Non, c'est pas la ça même chose. provient du soya. Fait que même les gens qui sont intolérants au soya, ça peut venir les irriter. C'est pas des légumes. Non, c'est ça. Du tout. Exact. Du tout. Exact. Good. Puis tu penses quoi du beurre, de la margarine? Du ghee, hein, le beurre clarifié qu'on voit de plus en plus. Oui. Est-ce qu'il y a des différences? Je sais qu'il y en a, mais je veux t'entendre le dire. Et avec quoi on pourrait justement cuisiner si, des fois, au niveau des huiles, on veut une autre option? Là. Oui, c'est ça. Bien, souvent, les gens aiment ça cuisiner avec le beurre. Il y a un super de bon goût. Le beurre, oui, il y a différents types de beurre aussi. On a le beurre biologique, qui est... Bon, les animaux ont été nourris en pâturage, qui a un effet différent sur le corps que le beurre conventionnel, qui est non biologique. Et... Ben, il y a souvent aussi plein de trucs ajoutés dedans, là, tu sais, ou... Oui, justement, exactement. le processus de process, c'est la même chose, là. Oui. façon que... façon qui a été... Exactement. Fait que souvent, moi, je vais recommander aux gens de prendre du beurre, mais du beurre bio, avec une vache qui a été nourrie en pâturage. La margarine à éviter à tout. Je sais pas s'il y a encore des gens qui sont pro-margarine. Hein? Moi, ça me fait toujours penser à ma grand-mère, là, la mère de mon père qui est décédée, puis... Elle, là, c'est ça. Je pense que c'était plus leur génération qui se disait que la margarine, c'est donc meilleur que le beurre pour la santé, tu sais. Puis je me souviens de sa petite baisselle, là. Ben, c'est toutes des huiles, hydrogenated oil, c'est tout. Écoute, tu me parles de la margarine, je le goûte dans ma bouche. Oh my God, it's so super gross. Transformée, comme tu as dit, huile hydrogénée, inflammatoire. Oui. Non, restez loin de la margarine. Puis le ghee, j'adore ça. Le ghee pour cuisiner, c'est merveilleux. Ça a un goût particulier, par contre, mais
Moi, personnellement, j'adore le goût du ghee, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut chauffer à haute température pour la cuisson. Ouais. Puis ce qui est bien avec le beurre et le ghee, surtout un beurre bien sûr de bonne qualité, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens maintenant qui évitent les produits laitiers, tu sais, parce que justement, ils ont soit une intolérance ou, tu sais, on comprend de plus en plus qu'est-ce que ça peut causer. Oui. Je pense que dans la grande catégorie de produits laitiers, on peut pas tout mettre dans le même bateau. Non. Tu sais, je veux dire, un fromage vieilli qui vient justement d'une vache qui a été nourrie en pâturage, à l'herbe, tout ça, c'est pas la même chose que comme la crème glacée, là, tu sais. On se comprend, ou du lait de vache, là, tu sais, qui est comme... non. Exact. Non. Fait qu'on peut pas tout mettre dans le même bateau en dessous de la grande catégorie des produits laitiers, mais il y en a qui vont éviter ou qui en prendront pas parce que justement, ils ont des réactions ou quoi que ce soit, tu sais. Mais le beurre, comme c'est du gras, souvent les gens vont avoir une intolérance à la protéine dans le lait, tu sais, puis au-delà même du lactose. Oui. Donc, souvent, ils vont super bien le tolérer, tu sais, puis comme tu dis, ça rajoute du goût, tu sais, puis ça peut être chauffé à haute température, donc ça peut devenir une option qui est intéressante, même si techniquement le beurre fait partie de la grande catégorie des produits laitiers. Là, c'est ça. Souvent dans les produits laitiers, comme tu l'as dit, ils vont rajouter certains produits. Puis là, qu'on est dans la conversation des sneaky ingredients. Ouais. Quel genre justement de produits ils peuvent rajouter dans... Du carrageenan. OK. Peux-tu nous redire ça tranquillement? Carrageenan, en français, je pense que c'est du carragène, si je me trompe pas. Mais c'est entre autres, dans les produits laitiers, ils peuvent rajouter ça. Exactement. Fait que c'est un produit pour venir épaissir. On va le trouver souvent dans le fromage au cottage. On va le trouver dans des yogourts. C'est un produit qui vient détruire le gut microbiome. Fait que ça va venir tout détruire les bonnes bactéries qu'on a dans notre gut. Oui, les intestins, le système digestif. C'est un produit inflammatoire. Alors, à éviter, again, at all costs. Like, often we see that it's okay to be consumed in small quantities, but when you find carrageenan in all products, it's no longer small quantities. C'est des petites quantités partout qui deviennent des grosses quantités, qui deviennent problématiques au fil du temps. C'est ça, parce que tu manges quelque chose d'inflammatoire une fois, tu mourras pas, là. Mais c'est l'effet cumulé à tous les jours, dans souvent tous nos repas, d'avoir des pesticides par ici, de l'huile avec full d'oméga-6 par ici, un fromage cottage qu'on a rajouté ça. C'est ça. Ou tu sais, là, on retrouve, comme j'ai dit, le carrageenan dans tout. J'ai mangé du fromage cottage le matin avec mes œufs parce que c'est high protein. C'est ça, puis c'est bon pour la santé, le fromage cottage. C'est vendu comme ça. C'est tout du marketing. Mais après ça, en après-midi, je suis allée manger, fait que c'est une petite quantité ici. Je suis allée manger un yogourt à protéines hautes. Il y a du carrageenan dedans encore. Fait que, ma petite quantité devient une moyenne quantité. Puis là, le soir, je vais aller manger, je sais pas, oh my God, un autre produit avec du carrageenan dedans, puis ça devient des grosses quantités. Fait que c'est là que ça devient problématique. C'est là qu'on va voir les problèmes à long terme dans les gens. Oui. Puis tout ce qui est... tu sais, des fois, on veut éviter le sucre, justement. Fait qu'on va aller chercher des aliments où est-ce qu'il y aura peut-être pas de sucre écrit, mais il va y avoir de l'acésulfame de potassium, du sucralose, des émulsifiants, du stevia... il y en a plein. T'sais, est-ce qu'on les met tous dans la même catégorie? Est-ce que parce qu'il y a 0 calories, ça veut dire que c'est bon pour la santé? Des édulcorants, tout ça. Comment qu'on peut s'assurer que, justement, ce qu'on remplace, parce qu'on veut faire des meilleurs choix, parce que souvent, l'intention est bonne. Hein? Les gens, ils veulent, justement, je vais aller manger mon fromage cottage, je vais aller acheter mon yogourt grec avec plus de protéines. Je veux couper le sucre, donc je vais aller chercher d'autres choses. Mais on se rend compte que des fois, l'effet, encore une fois, chimique interne que ça fait, c'est pas toujours optimal, tu sais, parce que c'est soit artificiel, chimique ou transformé. Donc, comment qu'on peut approcher toute cette grande question-là de sweeteners? La première chose que je vais dire, c'est de read your label. Lire ce que tu es en train d'acheter. Il y a plein de yogourts qui n'ont pas d'émulsifiants, qui n'ont pas de chimiques rajoutés. Ils ont plein de produits avec pas de chimiques rajoutés en général. Faut juste vraiment lire nos ingrédients les comprendre. Comprendre c'est quoi un polysorbate. Un polysorbate, c'est un émulsifiant qui va encore... C'est quoi un émulsifiant, mettons, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi? OK, je vais donner un exemple. Du lait de coco qu'on va aller acheter en canne. Souvent, il va y avoir un polysorbate dedans pour venir émulsifier. Fait que c'est quand on va séparer le gras du liquide. Fait que le produit va être séparé
Fait que le gras va être séparé du liquide de l'eau de coconut. OK. Fait que ce qu'il faut faire, c'est vraiment juste le brasser. Puis ça va s'émulsifier naturellement. OK. Mais à cause que les gens préfèrent, ou la population en général préfère avoir quelque chose de facile, on ouvre, j'ai pas obligé de le shaker. C'est plus beau. Ouais, ça se vend mieux. Un peu comme Ça l'histoire se des vend brocolis, là. Exactement. OK. C'est émulsifié pour toi. Je comprends. Oui. Fait que n'importe quoi qu'on rajoute dans l'aliment qui est pas naturel, mais pour le rendre... J'imagine que, tu sais, là, j'ai genre le beurre de noix qui me vient en tête. C'est souvent que l'huile va être sur le top au lieu d'être dedans. OK. Oui, mais quand on parle d'un beurre de peanut pas naturel, Ouais. là, c'est des sucres, c'est ça. Mais il y a des produits émulsifiants dedans pour tout garder smooth, pour que ça soit beau, c'est ça. easy. Facile à mettre sur ta toast, là, tu sais. Ouais. Exact. OK. Exact. Fait qu'on continue. Fait qu'on a les émulsifiants, on a les produits, par exemple, justement, qui n'ont rien d'ajouté dedans. Y a-t-il d'autres choses dans cette catégorie-là de sweeteners ou d'artificiels qu'il faut faire attention oui, absolument. dans les produits qu'on consomme à tous les jours? Là? Absolument. Quand on va venir parler de sucre, c'est vraiment touchy. Moi, je dis tout le temps, essayer de garder les sucres le plus naturel possible. Fait que même un sucre de canne naturel, ça, c'est comme un yes. Monk fruit juice, qu'on va venir voir, qui est un sucre qui n'est pas nécessairement inflammatoire sur le corps. Ça, c'est un oui. Mais quand on va aller voir sucralose, quand on va voir... Tout ce qui est en OSE, là, qu'on voit souvent, là, tu sais, moi, je l'entends des fois, j'ai des clientes qui sont comme « Ah, mais il n'y a pas de sucre! » Non, mais comme... T'as du sucralose, t'as de la dextrose, t'as de la maltose, je sais pas trop quoi, ose. C'est ça. Puis là, on va dire, ouais, mais il y a du fructose dans les fruits. Je comprends, oui. C'est naturel. C'est naturel. Et ton fruit, il vient aussi avec des vitamines, des minéraux, des polyphénols, des antioxydants, puis de l'eau. Fait que, tu sais, on s'entend que faut pas trop virer fou avec le fructose des fruits, là. Ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand on regarde le sucralose versus le sucre en canne, oui, le sucre en canne, il y a plus de calories dedans, mais il y a moins de chimiques. C'est ça. Tu sais, c'est comme quand on regarde, mettons, le Coca-Cola. Ouais. Le Coca-Cola diète est plus inflammatoire pour le corps humain que le Coke régulier. Ça dit beaucoup. Absolument. Dans les sucres qu'ils vont utiliser. Ouais. Fait qu'il faut faire vraiment attention dans cette distinction-là de sucre. Mais j'essaie d'éviter le sucre le plus possible en général. C'est tellement inflammatoire. Ouais. Puis c'est addictif aussi, hein. Fait que sur le cerveau puis tout, là. Ouais. J'écoutais justement un autre podcast là-dessus hier. Je me souviens pas du nom du chercheur docteur, là, mais lui, c'est sa mission de vie, là. C'est son message principal. Puis je veux dire, le monsieur, là, il en connaît des affaires, là. Le podcast était plus que 2 heures, mais comme sa ligne, là, principale, malgré toutes les autres affaires qu'il connaît, c'était ça, comme évite le sucre, genre le plus possible, tu sais. Oui. Fait que... Puis le plus qu'on mange du sucre, le plus que notre corps en veut. Le moins qu'on en mange, le moins que notre corps en veut. Tu sais, moi, un de mes sweet treats que j'adore le plus le soir quand j'ai un petit craving pour du sucré, c'est ce que je vais prendre une date qui est élevée en sucre, mais qui est aussi élevée en fibres, qui est élevée en vitamines, qui est élevée qui ont des bénéfices anti-inflammatoires sur le corps, en fait. Je vais remplir ça avec du beurre d'arachide naturel. Je mange ça, je te jure, c'est comme je mange un Reese's Pieces Peanut Butter Cup. T'as pas besoin d'en manger 50. J'en mange 2. Parce que c'est des aliments, justement, qui vont te nourrir. C'est pas des calories vides, que tu manges 1000 calories de Reese's Pieces, mais t'as encore faim, t'es pas nécessairement nourri. T'sais. Non, puis mon craving, il est encore parti, là. Ouais, après les Reese's, oui, c'est ça. Après la date, il est parti. Il est parti après les dates. Fait que je mange pas 3 gros Reese's, puis j'en veux d'autres. I'm good. Yeah, absolument. Ouais, se nourrir versus juste comme s'alimenter, puis juste, tu sais, prendre des choses qui... c'est ça, la qualité, je pense que c'est ce qui ressort le plus dans notre podcast aujourd'hui, là, vraiment, aller chercher une qualité d'ingrédients puis d'aliments qui est optimale, en fait. Là. Qui va nourrir le corps. Je le dis souvent avec mes amis, avec les clients avec qui je fais affaire, c'est « you are what you eat ». And you have to look at food not just as calories. C'est pas juste des calories, c'est la qualité. Qu'est-ce que cet aliment-là va me rapporter en énergie aujourd'hui? Absolument. T'sais, est-ce que je vais aller prendre une grande marche d'1 heure aujourd'hui, puis je vais aller me péter un sac de chips après, je vais être claquée à la fin de la journée. Je me sentirai pas bien. Mais si je prends une bonne salade avec des bonnes protéines, puis je m'en vais prendre une marche d'1 heure,
I'm gonna feel like $1 million after. Parce que j'ai nourri mon corps, j'ai donné de l'énergie à mon corps au lieu d'enlever l'énergie de mon corps. So it's... Ouais, parce que ça prend tellement d'énergie de devoir gérer toute la merde qu'on mange puis qu'on boit, tu sais. Oui. Justement, avec des aliments que le corps reconnaît pas. Fait qu'il est comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, on se ramasse avec un milieu interne qui est complètement inflammé de façon chronique. Puis des milliards de bactéries qui sont peut-être pas des bonnes bactéries. Donc, ça crée justement toutes sortes de problématiques. Fait que oui, la qualité, c'est super important. Oui, puis ton corps est toujours en fight mode. Il est jamais en relax. Ouais. You're just trying to beat the inflammation all the time. Exactement. Tu sais, pour revenir aussi au bio, just a little backtrack on it. Si tu veux faire des recherches sur certains bio qui sont plus importants à manger... Tu sais, mettons quelqu'un, justement, qui sont comme, je suis pas prête à tout changer bio, mais où est-ce que je peux commencer, mettons? C'est ça. Fais une petite recherche sur le Dirty Dozen. Fait que c'est les 12 aliments les plus... les plus arrosés. Les plus arrosés avec les pesticides. Puis, tu as ton Clean 15. Fait que les 15 produits qui sont les plus... sont le moins arrosés ou qui résistent le plus aux pesticides. Fait que souvent, c'est des produits qui ont une pleure plus épaisse, comme une banane. T'es pas nécessairement obligé ou c'est pas nécessairement la fin du monde de ne pas manger une banane pas bio. Parce qu'elle a une grosse pleure qui protège le fruit à l'intérieur des pesticides. Des avocats, c'est la même chose. Mais quand on regarde des fraises qui sont poreux... Genre une carotte, là, qui est littéralement plantée dans le sol. Dans le sol, rempli. Parce que souvent, ce que les fermiers vont faire, c'est qu'ils vont venir mettre des pesticides sur le sol qui vont s'absorber. Après ça, on va mettre nos carottes dans le sol qui vont absorber tous les pesticides. Fait que le Dirty Dozen, Clean 15, c'est des choses effectivement qui sont super accessibles en ligne. Tu vas sur Google, tu marques Dirty Dozen 2025, tu sais, puis ils vont te chercher, ils vont te sortir justement ce que tu as besoin de regarder. Fait que, exact. Good. Un petit outil. Ouais. Puis mettons là qu'on parle, là, on parle de quelqu'un qui aime pas tant ça passer du temps dans la cuisine, là, tu sais. Pas moi. Pas toi. Moi, tu sais, c'est mon love language. Quand je vais chez toi et que tu m'as préparé quelque chose, je suis comme, oh mon Dieu, je me sens tellement aimée en ce moment. Surtout que tu cuisines santé, tu sais, comme moi, si tu me cuisinais quelque chose qui serait pas justement santé, coloré, ben, ça serait pas mon love language, mais me faire cuisiner des choses pour moi qui sont santé, colorées, équilibrées, c'est vraiment mon love language. Bref. Ceci étant dit, je fais quand même mes repas parce que justement, je veux bien manger, mais comme tu sais, je fais pas des recettes très très fancy, je garde ça super simple. C'est répétitif dans le sens que j'amène la variété, mais mes concepts de repas sont assez répétitifs, dans le sens que, tu sais, l'été, je vais me faire un smoothie. Bon, je vais varier ce que je mets dans mon smoothie, mais ça reste concept smoothie. Le lunch, c'est souvent un bol où est-ce que je vais pitcher plein d'affaires dedans, tu sais. Je change qu'est-ce que je mets dans mon bol. Des fois, c'est du bœuf, des fois, c'est des crevettes, des fois, c'est du poulet, mais je veux dire, ça reste concept bol. Et mon souper, c'est souvent très macro, là, tu sais, genre, j'ai mon saumon, j'ai mes patates douces, puis j'ai mes légumes, tu sais. Bref. Pour des gens qui sont un peu comme moi, qui n'aiment pas nécessairement passer beaucoup de temps dans la cuisine, ou qui en ce moment cuisinent pas, qui sont souvent on the go, qui skippent des repas, qui trouvent ça vraiment laborieux de cuisiner, qui n'ont pas d'idées, qui se considèrent pas très bons dans la cuisine, qui mangent souvent au resto, tout ça, puis on veut passer plus de temps dans la cuisine à se préparer des aliments comme ça, plus frais, plus colorés, plus intentionnels, à amener de la variété peut-être, à tester des nouvelles recettes, peu importe d'où tu pars aujourd'hui, tu sais. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour commencer à apprivoiser un petit peu plus une relation d'acceptation, éventuellement d'amour avec cuisiner? Et l'autre chose aussi, le profil de personnes qui sont écœurées de faire à manger, là. Genre, ils ont des enfants, puis qu'est-ce qu'on mange pour souper, puis nanana, tu sais. Fait comment on peut améliorer notre relation avec tous ces grands aspects-là de meal prep, puis de préparer à souper, puis tout, puis tout. Fait que quand on dit meal prep, souvent les gens vont compliquer ça dans leur tête. Meal prep, pour eux, c'est de préparer tout. Des mets complets. Dans toutes les Tupperware. Dans toutes les Tupperware. Pour les 50 repas de la semaine. Exactement. Puis là, on va manger la même chose toute la semaine. Là, c'est boring. Ouais. T'as plus le goût. Fait que tu te commandes la pizza jeudi, puis tu te commandes Saint-Hubert le vendredi, puis... That's exact. Fuck le meal prep. Exact. Puis après ça, toute ta bouffe se ramasse aux poubelles. Exact. Right? Let's get back to the problem. Fait que ce que je veux dire, c'est que meal prep, c'est simple. On va se créer un bouillon d'os. On va le congeler. Ça va être prêt. On va pouvoir le sortir. Fait que toujours être préparé.
Je me prépare souvent des bouillons d'os, puis c'est vraiment pas difficile à faire. Tu prends des os, tu mets ça dans un slow cooker avec des épices, avec des légumes. Tu fermes ça 24 heures, boom, you strain it. Tu mets ça dans un contenant. Si tu veux le mettre dans un contenant en plastique, je te conseille de vraiment le laisser se refroidir à 100% avant de le mettre dans un contenant en plastique. Sinon, on met ça dans un contenant de verre. Puis après ça, tu congèles. Fait que là, tu as déjà une base. Fait que ça fait partie du meal prep. Ouais. Je vais cuisiner du poulet. Fait que je vais préparer mon poulet. Je vais le mettre sur le barbecue. Je vais le mettre dans le four, whatever. Il est cuit, il est prêt, je le mets de côté. Je vais me préparer des légumes. Fait que je me coupe des légumes pour la semaine, je les mets de côté, mais I don't cook them. C'est juste comme les laver, les couper, puis... Pour que ça soit facile. Quand tu arrives à cuisiner, tu prends tes produits, bing, 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 tu coupes, ça te prend 15 minutes, ça te prend pas 45 minutes de préparer un meal. Ouais. You know? Fait que voir le meal prep comme je prépare mes fondations, mes bases pour la semaine et même le mois, si je veux congeler, pour que quand j'arrive à faire mes repas, selon qu'est-ce que j'ai envie de manger ou qu'est-ce que ma famille a envie de manger, je suis comme, OK, parfait, on va manger du poulet, good. Et là, je peux décider dans la minute, justement, OK, on va le faire plus avec des épices italiennes ou des épices mexicaines ou on va le faire... OK, je comprends. Tu peux te préparer des tacos, tu peux te préparer une belle salade au poulet. Un stir-fry ou... Oui, exactement. Mais tout est prêt. Fait qu'avoir des aliments de base fondation que tu as toujours prêts dans ton congélateur ou dans ton... OK. Exact. Keep it simple, keep it seasonal. Fait que manger avec les saisons, c'est super important aussi. Quand on va venir regarder, mettons, la médecine chinoise, l'Ayurveda, ils vont venir manger avec les saisons parce que c'est ça que le corps a besoin. Ouais. En ce moment, il fait froid, il neige malheureusement. C'est pas le temps de boire des smoothies, là. On se comprend, là. Non, c'est ça. Tu veux réchauffer ton corps. Fait que ça, potage, aller chercher le bouillon d'os, justement, que tu as congelé, tu le ressors pour te faire... Exactement. Un mijoté ou... Exact. Fait que keep it simple, keep it seasonal. Puis ton meal prep, il est pas compliqué. On complique trop l'alimentation. Une autre affaire que je dirais, c'est de rester créatif, même si on n'aime pas ça. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est, mettons, j'ai une recette que, tu sais, je suis pas certaine comment la préparer. Je vais aller online, puis je vais aller regarder une base d'une recette. Je vais utiliser la base de la recette, puis je vais m'amuser avec. Je vais rajouter certains produits dedans. Ouais, and then it becomes mine. Puis c'est le fun. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Ouais. Mais j'apprends. Ben, c'est ça, tu sais, j'entends même moi qui dirait ça dans mon cerveau, mais j'aurais aucune idée quoi faire parce que comme... Tu sais, mais c'est avec l'expérience, en fait, de ce que je comprends. Comme des fois, c'est moins bon, tu sais, mais au moins, je le sais. Puis la prochaine fois, je vais pouvoir découvrir, puis explorer, puis amener ce plaisir-là dans la création aussi, j'imagine. Là. Exactement. C'est un art. Tu sais, quand tu t'assois, puis tu fais you're not a painter and you paint for the first time, c'est pas beau. C'est la même chose dans la cuisine. C'est pas toujours the best. Ou tu utilises une recette que tu trouves en ligne, puis tu la tweaks. Ah, ben j'aime pas ça le curry, fait qu'on va aller rajouter du cumin à la place. Ouais. Ou j'ai pas telle épice ou tel produit, ou tu sais. Exactement. Exact. Fait que de pas être fermé à changer une recette qu'on retrouve. Ouais. Puis à en essayer, point. T'sais. Oui. Je veux dire, il y a tellement d'informations sur Internet, là. Il y a tellement de blogs. Je veux dire, tu peux littéralement marquer comme recette 15 minutes avec tel ingrédient, telles épices, qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais. Je veux dire, il y a tellement, il y a des blogs incroyables, là, avec des photos qui donnent le goût, tout ça. Oui. Ça peut être des recettes, justement, rapides, simples pour débutants. Tu peux aller chercher des recettes plus complexes, entre guillemets, tu sais. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de recettes. C'est juste qu'il faut prendre le temps. Puis souvent, ce qu'on entend, hein, c'est comme on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps de ci. Fait que vite, on est on the go le soir, on s'en va chercher du McDo en allant porter les enfants au soccer, tu sais. Fait qu'il faut comme revenir un peu, je pense, dans des anciennes habitudes aussi traditionnelles de famille, de genre cuisiner, puis prendre le temps. Puis ça veut pas dire que tu passes ton dimanche au complet à faire un meal prep avec 50 Tupperware, tu sais. Non! Mais de remettre du plaisir puis le temps dans ça, parce que crème, on mange... 3 fois par jour, 3 fois par jour. Des fois moins, des fois plus, mais je veux dire, en moyenne, 3 fois par jour, là. T'as comme pas le choix, là, Oui. de genre manger, tu sais. C'est ça. Fait comme, faut que tu développes un peu une relation haute avec ta préparation de ce que tu as besoin à tous les jours, tu sais. Puis quand mes enfants étaient jeunes, tu sais, parce qu'on a souvent des enfants
Les enfants, ça demande beaucoup de temps. Ouais. Crystal a 4 enfants, en passant. Oui! Mais là, ils sont rendus adultes, ados. Ouais. Mais quand ils étaient plus jeunes, ce que je faisais avec eux, c'est que je m'assoyais avec eux un 15 minutes, une fois par semaine, puis je disais, OK, les guys, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Qu'est-ce qu'on va manger? Fait que là, je faisais un menu. Fait que ça aussi, ça m'aidait avec mon budget parce que j'allais pas à l'épicerie. Ouais. Puis je m'achetais plein de choses, puis je me disais, oh my God, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Puis tout ce que j'achetais, je l'utilisais. C'est ça. You know what I mean? So je limitais le gaspillage. C'est le fun pour mon budget. Ouais. C'est Les le fun enfants, pour les enfants. exactement, ils font partie de la décision. Fait qu'ils chialent pas comme « Ah, mange pas ça! » Ben, vous l'avez décidé, tu sais. Fait que... C'est ça, exactement. Puis là, on faisait un menu pour la semaine, du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine, c'était un petit peu plus lousse, où on mangeait ce qui restait du leftover de la semaine. Puis si on t'impliquait. Souvent, impliquer tes enfants aussi dans la cuisson, ça crée des belles habitudes pour eux. Ça crée une passion. Ouais. Puis tu passes du temps avec eux. Ben oui. Tu sais, des fois, c'est pas le fun non plus. Ouais, des fois, c'est moins le fun la patience, mais it's really nice. Tu trouves des affaires simples à faire avec eux. Ouais, non, j'aime ça. Ramener justement le plaisir, la créativité, l'aspect familial dans la préparation des repas, ce qui va nous permettre de sauver de l'argent, de bien manger, de savoir justement quels ingrédients sont dans notre bouffe, tout ça, puis ça va juste nous amener dans une santé qui est optimale. Là. Oui, puis ça crée aussi une éducation generational avec tes enfants. Ouais. Fait qu'eux autres, ils savent, they learn what it's like to eat well. Absolument. Je veux dire, moi, puis tu sais, c'est pas la faute à ma mère, là, mais je veux dire, nous, on n'était pas dans la cuisine quand on était jeunes. La première fois que j'ai commencé à cuisiner pour moi, c'est quand je suis rentrée à l'université, parce que là, j'étais partie de chez mes parents, j'avais 18 ans. Avant ça, j'étais peut-être capable de me faire des crêpes, puis peut-être faire bouillir de l'eau pour des pâtes. Des ramen. That's it, genre, tu sais? Fait comme, c'est sûr que si j'avais été élevée dans la cuisine un petit peu plus, ben j'aurais eu plus d'habileté, parce que je sais qu'une des choses qui me retient en ce moment, c'est que je me dis que je suis pas capable, tu sais, je sais pas, moi, comment... je sais pas moi, épaissir une sauce ou genre faire une marinade out of nowhere que je cherche pas une recette pour la faire, tu sais. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas les habiletés, tu sais. Et oui, ça s'apprend, bien sûr, puis je suis pas mal meilleure aujourd'hui à 35 ans que quand j'avais 18 ans, tu sais. Par contre, c'est sûr que ça a fait une différence sur ma relation avec me faire à manger puis tester des choses nouvelles, tu sais. C'est ça, puis c'est le fun que tu parles aussi de recettes en ligne parce que on a l'information au bout des doigts aujourd'hui. Fait que même, on peut aller faire des recherches pour les familles, des recettes à faire avec mes enfants, facile santé. Bang! Ça peut prendre un petit 15 minutes. Ton enfant, il veut manger ce qu'il a fait parce que c'est lui qui l'a fait. Puis, c'est facile pour toi en même temps. Fait que... Oui, absolument. Good. Le temps, il avance. On va probablement faire une partie 2 à un moment donné parce que c'est full intéressant. J'aurais plein d'autres questions. Peut-être qu'on peut wrap up un petit peu sur, dans le même ordre d'idée, t'es une femme qui fait beaucoup de jardinage. Oui, un de mes highlights du printemps, c'est quand je m'en vais chez Crystal, puis que là, je vais dans son jardin, puis elle me montre qu'est-ce qu'elle a planté. Puis après 1 heure de tour, elle est comme « I kept it simple this year », tu sais. Moi, je suis là avec genre mes 3 fines herbes, puis genre un plant de tomates dans ma cour, tu sais. Fait que toi, t'es du genre à trouver une petite graine par terre, la planter, puis next thing you know, ça va être un arbre avec ses fruits puis ses légumes. T'as vraiment, vraiment une passion pour le jardinage. Dans ta cour, c'est magnifique, tout ce que vous faites pousser. Ton mari aussi, il est dans ce monde-là, tu sais, de faire à manger, puis vraiment utiliser justement le pouvoir du soleil puis de la terre pour faire pousser vos propres aliments, tu sais. Donc, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Puis un peu la même question pour la cuisine, tu sais, si quelqu'un aimerait se mettre au jardinage le printemps, l'été prochain, ce serait quoi 1 ou 2 first steps, là, tu sais, pour commencer à aller chercher les bénéfices que ça peut amener de jouer dans son jardin? Amazing question. J'adore le jardin. Qu'est-ce qui me passionne de mon jardin? Premièrement, ça va être le feeling d'être capable de sortir dehors puis de me grounder comme il faut, d'aller jouer dans la terre, d'aller jouer dans où est-ce que toute la vie commence. Life starts on earth. So when you can get your hands in the earth and feel the life, it almost brings me to tears. Fait que oui, de sortir puis de me grounder, ça m'aide émotionnellement, ça m'aide spirituellement aussi. Et de voir des petits pousses grandir et de m'offrir plein d'aliments. Gratuits. Fait que tu sais, on parle budget, là. C'est ça. J'en sauve de l'argent l'été. Je viens de faire une méga récolte de romarin. J'ai fait pousser de l'hélicryse italienne aussi, qui est vraiment le fun. Je vais utiliser un petit peu l'hélicryse pour cuisiner, mais la plupart, ça va être médicinaux.
Mais oui, c'est de voir la création de la vie, puis ce que Mother Earth me rapporte. Je le sais, ce que je mets dans mon jardin, c'est bio. C'est ça. Il n'y a rien qui a touché à ça. C'est fait avec amour aussi, quand on parlait d'énergétique, tu sais, directement au soleil, puis t'en prends soin, puis... Oui, exactement. Je viens de planter 130 plants d'ail. Oh my God! Oui. Fait que, tu sais, quand je mange mon ail frais, c'est le fun. Je le sais que c'est à moi. C'est ça. Il y a comme une fierté aussi, j'imagine, de faire comme ailleurs. Tu sais, j'ai fait pousser ça, puis ça vient de mon jardin. Oui. Puis mes enfants, ils adorent. Même adultes, maintenant, aujourd'hui, ils sont comme « Oh my God, what's mom getting from the garden today? Je vais vous faire une belle salade avec les tomates, les concombres, les poivrons. Tu sais, tu deviens super créatif aussi dans le jardin. Pour commencer, achetez-vous un pot. Faites comme moi. Faites un petit pot. C'est la première fois que t'es venue m'aider, il y a genre 3 ans, je pense, avec justement mon petit pot. Oui. Les petites fines herbes. Au mois de mars, commence tes semences. Fait que, tu sais, t'es même pas obligé d'aller acheter de la semence. Tu peux t'acheter une tomate, la couper en 2, sortir les petites graines de tomate, bien les rincer, les mettre sur un paper towel, un Scott towel, les laisser sécher. Au mois de mars, on prend ça, I dampen my Scott towel, je le mets dans un Ziploc, je le mets in the window, puis je le laisse germer. Dès qu'il est germé, tu la mets dans le terre, proche d'une fenêtre. Si tu as une lumière, like a ultraviolet light, tu mets ça en dessous de la petite lumière, puis ça pousse. Tu t'achètes un pot, tu mets ça dehors, un petit peu de terre de jardin, du bon compost, boum, tu as des tomates. It's beautiful. Fait commencer avec une chose, tu sais, puis faire le processus du printemps, même mois de mars, tu sais, pour le voir. Puis pas trop se lancer dans trop acheter. Puis, nous autres, quand on a commencé, c'était un jardin 8 pieds par 4 pieds. On a mis des tomates concombres. That's it. On a fait ça durant la COVID. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Fait qu'on s'est mis à jardiner. Puis on a tellement adoré que là, c'est rendu 12 4 par 4, plus des pots ici, des pots là-bas, des raisins dans le coin. C'est tout le backyard là, qui... C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, ça nous nourrit. C'est super, là. Mais j'entends aussi la simplicité, commencer simple, un peu comme dans la cuisine. Tu sais, trouver des recettes simples, garder un meal prep qui est simple. Aller chercher une simplicité dans les aliments, justement, de pas choisir des aliments qui ont 150 ingrédients complexes qu'on est pas capable de prononcer, tu sais. Fait que la simplicité dans la qualité des aliments, je pense que c'est vraiment le message qui ressort beaucoup aujourd'hui, là, tu sais. Absolument. Amazing! Yay. Good! Donc, pour ceux qui sont comme « Oh mon Dieu, je dois en savoir plus sur Crystal et je veux faire du jardinage, puis j'ai besoin d'aide, je veux mieux manger, puis j'ai besoin de quelqu'un qui vienne dans ma cuisine puis qui me dise c'est quoi les ingrédients qui devraient pas être là, puis qui, bref, m'accompagne dans mon cheminement vers une nutrition plus holistique. » Où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi, Crystal? Soit par courriel, Facebook, Instagram. C'est Parfait. mes 3 outlets. Fait que Crystal Cal, qui est ton nom de famille sur Facebook, puis Instagram, Crystal Cal A Simple Life, que je vais tout mettre dans la description du podcast, comme les gens vont pouvoir aller cliquer dessus, puis ils peuvent juste envoyer un message, puis après ça, tu vas pouvoir jaser avec eux de leurs besoins, puis qu'est-ce que tu peux faire pour les aider. Exactement. Right. Good. Amazing. Donc, je pose toujours la même question à tous mes invités en fin de conversation awesome, fait qu'on va finir avec ça aujourd'hui. Est-ce que tu as une citation préférée, puis est-ce que tu pourrais nous la partager, puis nous dire pourquoi? Oui, alors, c'est une citation en anglais. C'est « We are not the universe, we are the universe becoming conscious of itself ». Et pour moi, ça signifie qu'on est toutes... We're all one. Les plantes, les animaux, les humains, tout. We're all one. La nature, on est tous connectés. C'est ça, de toujours rester connecté avec tout autour de toi. Love it. Thank you, my friend! Thank you. Thank you for having me.